Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle update lecture. J'ai pas mal de livres à vous présenter, comme d'hab, 5 en fait. C'est un petit peu ma moyenne et on va commencer tout de suite. D'abord j'aimerais qu'on m'applaudisse parce que j'ai lu toute ma pile à lire de novembre. Non, il y a un livre que je n'ai pas lu sur les 12, mais j'ai quand même lu les 11 livres que j'avais à lire en novembre. Donc j'ai envie de vous dire... je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. D'abord je vais vous parler d'un livre, et bien que je n'ai pas en ma possession, comme d'habitude, je l'ai emprunté à la bibliothèque et je l'ai rendu hier, avant de tourner cette vidéo. Il s'agit de La Cave de Natasha Preston. C'est une sortie de 2017, donc vous devez en avoir entendu parler suffisamment, je pense, pour savoir à peu près à quoi ressemble la couverture. C'est les marches d'une cave avec une fleur, un lilas je crois, ou un lys dessus. Je ne sais plus. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait enlever. Je ne vais pas dire que j'adore les histoires d'enlèvement, mais ça me fascine d'une manière que je ne peux pas trop expliquer. Je trouvais que les horreurs étaient un peu trop poussées et que le mec fait tellement d'erreurs au bout d'un moment que c'est bizarre qu'il ne soit pas... appréhender plus tôt. Voilà, quand tu tues 15 personnes par mois, limite, bon, à un moment donné, les gens vont peut-être faire des enquêtes, mais t'as l'impression c'est les États-Unis, c'est normal, tu vois. Les tueurs en série là-bas, ça se balade comme des vaches en Normandie. J'ai trouvé le personnage principal assez... insupportable, voilà, je suis désolée. Même en tant que personne, en tant que avant comment dire, d'être enlevée, même en dehors du fait, qu'elle soit du coup une victime d'enlèvement. Et là elle pète complètement un câble, elle est très saoulante et elle ne comprend pas, et on a beau lui expliquer par tous les moyens, tu fais ça si tu veux survivre, mais elle ne comprend pas en fait. Il y a deux parties à ce bouquin, la partie les premiers jours où elle se fait enlever, et bon c'est pas non plus un énorme spoil, mais la partie où c'est 6 mois plus tard en fait, où ça fait 6 mois qu'elle est dans la cave, et à partir de ce moment là, je l'ai mieux aimée parce qu'elle est moins impulsive et moins un peu bête à certains moments. Elle est beaucoup plus réfléchie, elle a des plans en tête, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle veut revenir, enfin retrouver sa famille, etc. Je l'ai trouvée beaucoup plus calme et beaucoup plus mature et j'ai beaucoup mieux supporté son personnage. Ce qui est quand même important puisque c'est le personnage principal et on est quasiment tout le temps dans sa tête. J'ai beaucoup plus aimé la fin, la toute fin, que tout le reste du bouquin. J'ai trouvé que la fin était très intelligente, très bien menée, parce que franchement je me disais s'il y a des retrouvailles avec sa famille, un petit peu genre retrouvailles parfaites, au ralenti, on se court dans les bras et tout, ça va pas le faire, je vais pas du tout aimer. Donc je ne vous dis pas la fin, mais j'ai trouvé que c'était au contraire de ce cliché, voilà, assez intelligent et assez bien mené, et apparemment il y a un tome 2. Donc ça j'étais un petit peu ok, pourquoi pas. Donc je pense que je lirai quand même le tome 2 quand il sortira un jour, s'il est à la bibliothèque, voilà, je me jetterai pas dessus, mais ça m'intéresse quand même de savoir ce qu'il peut bien y avoir dans le tome 2. Le deuxième bouquin dont j'ai envie de vous parler, c'est Frankenstein de Mary Shelley. Il était donc dans mon grand ménage d'automne et j'ai réussi à le lire. J'ai eu du mal au début, les lettres je saurais même pas dire, celui qu'écoute Victor Frankenstein qui devient son ami, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas le docteur Frankenstein, c'est pas la créature, qu'est-ce qu'il fout là? Je comprenais pas du tout ce qu'il foutait là. Mais après j'ai compris, puisque c'est l'histoire de cet homme qui mène un bateau pour aller vers l'Arctique, vers tout ce qui est polaire, etc., vers le nord, voilà, le grand nord, l'Islande, au 19e siècle. Et il y a un moment où ils sont coincés à cause de la banquise et ils voient la créature de Frankenstein passer, et quelques heures plus tard Victor Frankenstein qui le pourchasse, le docteur qui l'a créé. Et donc il recueille Victor Frankenstein. Victor Frankenstein se lie plus ou moins d'amitié avec le commandant du bateau et lui raconte son histoire. Grosse réflexion sur le bien, le mal, est-ce qu'on est mauvais, est-ce qu'on est bon. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant toute ma lecture je me disais mais c'est une femme. Mary Shelley, c'est une femme qui a écrit ça au 19e siècle, au tout début du 19e siècle. Et c'était vraiment très poussé, c'était très philosophique. Et je me suis sentie tellement fière de cette femme. Et je me suis dit, waouh, mais elle a fait un tel chef-d'œuvre à l'époque. Et je me suis dit, ça devait être une femme, mais absolument extraordinaire. Donc déjà, ça m'a beaucoup marqué.
Et moi, bah, je pense que vous vous en doutez, comme à peu près, je pense maintenant, une bonne partie des lecteurs du 21e siècle, j'ai beaucoup plus de pitié pour la créature de Frankenstein que pour Victor Frankenstein. Je sais pas, alors lui il a été un petit peu aveuglé par le pouvoir, aveuglé par toute cette science qui était à portée de main. Victor Frankenstein blâme complètement la créature de Frankenstein en disant qu'il était mauvais dès le départ, etc. Bah, que c'est un monstre et tout. T'as envie de lui dire, mais si t'avais fait un petit peu gaffe ou si tu t'en étais occupé, bah, il serait pas du tout devenu comme ça. Et c'est parce que t'as eu peur de ta propre création, enfin... Ce mec, Victor Frankenstein, je sais pas, je suis très mitigée à propos de lui. Ensuite, une autre excellente lecture, c'est Sang de Lune de Charlotte Bousquet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Femini Books, je pense que oui maintenant puisque j'ai sorti une vidéo dessus le 25 novembre. Et donc dans la première vidéo du Femini Books de novembre, c'était Ninon des Carnets d'Opaline qui nous parlait des dystopies féministes et dedans il y avait Sang de Lune de Charlotte Bousquet. Enfin, ça m'a donné envie de le lire et ce qui m'a précipité à lire plus, voilà, précipité, c'est que Charlotte Bousquet est à Montreuil. Enfin là quand vous verrez cette vidéo elle était à Montreuil et donc je l'aurais fait dédicacer quand vous verrez cette vidéo. C'est une vidéo pré-Montreuil. L'histoire de Gia qui est une sang de lune. La société d'Alta est divisée en deux parties. Les sangs de lune qui sont les femmes et qui sont complètement esclaves et les fils du soleil, déjà on voit un petit peu le nom mélioratif, qui sont les maîtres des femmes, très clairement. Il n'y a même pas de subtilité là-dedans. C'est-à-dire que les femmes sont véritablement des esclaves. Toute joie leur est refusée, tout bonheur, elles ne peuvent pas chanter, ne peuvent pas créer, même sont interdites de lire, à part le livre du soleil, le livre sur les lois d'Alta. Et elles doivent éduquer leurs filles de la même manière, en pensant que les femmes portent les ténèbres en elles et que ces ténèbres peuvent devenir actives au moment des règles à leur premier sang. Et alors là j'ai retrouvé les mêmes croyances un petit peu superstitieuses qu'on peut retrouver dans certaines religions, même encore maintenant. À savoir que c'est la femme déjà qui a péché, voilà, Adam et Ève, on revient toujours au même. C'est la femme qui aurait précipité leur chute du jardin d'Éden. La femme porterait le mal en elle. C'est quand même des sujets qui sont assez encore présents dans la religion. Et donc là, toujours le problème du sang. Alors voilà, du moment où tu saignes, du moment où tu as tes règles, déjà tu deviens une femme bonne à marier et en plus et à engendrer des rejetons, etc. que tu ne garderas pas, que tu ne seras jamais l'égal de tes fils par exemple si tu as des fils, mais il faut quand même souhaiter avoir des fils parce que bon, les filles, bah voilà, elles valent rien. Et c'est toujours cette je sais pas, cette diabolisation de la science. Voilà, c'est juste de la science, avoir tes règles, ça veut dire que ton corps en gros de femme se met en marche. À part ça, à quel moment ça a voulu dire que les ténèbres étaient rentrées en toi? Enfin. Là ensuite, Gia qui a été élevée de manière assez normale pour là-bas, mais qui se pose quand même quelques questions parce qu'elle voit sa petite sœur Arienne qui est très rebelle, qui n'a pas du tout envie de devenir une esclave, qui n'a pas envie de se marier, qui le dit haut et fort alors qu'elle n'a que 10 ans. Donc au bout d'un moment elle va prendre les choses en main et le jour où son père la fiance avec un homme qui est réputé pour battre ses femmes, pour les pousser au suicide, à la répudiation, etc. Quelqu'un de très sympathique en clair, elle décide de s'enfuir avec sa sœur pour les régions libres, parce que oui, il y a encore des régions qu'on dit libres, mais bon, ils vivent quand même sous la terre et il y a pas mal de choses assez horribles qui les attendent là-bas. En tout cas, c'était vraiment très beau, c'était une très belle ode à la vie, à la liberté. Il y avait beaucoup de citations qui m'ont marqué. Les ténèbres ne sont pas en vous, la lumière est en chacun de nous, etc. Et c'était vraiment une dystopie féministe, mais en disant que c'était bien la faute de la société, et il y a plein de personnages masculins qui sont très positifs dedans, donc c'était pas du tout anti-homme, parce que des fois on peut entendre ça, que les féministes sont nécessairement anti-hommes. Là c'était vraiment s'attaquer à une société très patriarcale dont les femmes faisaient aussi partie, et le personnage de la mère de Gia et Arienne est un personnage absolument horrible, et on peut se dire oui mais c'est à cause de son éducation, mais on peut quand même pas la pardonner de toutes les choses horribles qu'elle fait. C'est une très bonne lecture et j'ai hâte de le faire dédicacer
m'intéresser à Charlotte Bousquet et de pouvoir lui exprimer tout mon amour pour sa dystopie féministe. Ensuite, comme vous le savez, j'ai pris l'habitude de faire mes updates lecture du pire au meilleur, mais là je vais vous présenter 2 livres qui sont à égalité pour moi dans ma tête, mais pas pour les mêmes raisons, parce que souvent j'ai des coups de cœur et pas forcément pour les mêmes raisons. Le premier coup de cœur dont j'ai envie de vous parler, c'est Sirius de Stéphane Servan. Comment vous dire, voilà, déjà il est magnifique. Alors pour la petite histoire, c'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions du Rouergue. C'est le premier livre en format papier que je reçois d'une maison d'édition, donc déjà j'en suis très heureuse. Et les personnes des éditions du Rouergue ont été tellement adorables, tellement gentilles. C'est une première expérience pour moi qui se passe très bien et je les en remercie aussi. Donc je partais avec un très bon a priori sur Sirius de Stéphane Servan, surtout que Pico Books par exemple ou encore Maud avaient beaucoup aimé voire adoré Sirius. Sirius, c'est l'histoire de Avril et de Kid qui sont 2 enfants, enfin une adulte et un enfant qui vivent dans l'arbre, qui vivent dans une cabane dans un arbre. La fin du monde est arrivée. Il n'y a quasiment plus personne sur Terre, normalement, enfin voilà, ils ne croisent quasiment personne en 5 ans, sauf une petite vieille qui habite pas loin de chez eux. Et en fait, Sirius, c'est le chien que Avril avait avec ses parents, et qui sont aussi les parents de Kid, puisqu'ils sont frères et sœurs. Et quand Sirius viendra les chercher, quand ce chien reviendra, ça voudra dire que les parents sont en sécurité et qu'ils appellent les enfants à revenir vers eux, à revenir vers la montagne. Et donc un périple se met en place quand le signe de Sirius se montre et Avril comprend qu'il faut qu'ils y aillent, enfin c'est surtout Kid qui la pousse, et ils se lancent sur les routes et ça fait très conte, ça fait très roman initiatique parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur leur route, mais aussi beaucoup de personnages très mystérieux, très intéressants. Je dois dire que mon personnage préféré c'est le conteur, avec qui j'ai vraiment j'ai eu un bon feeling, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que les personnages étaient très très bien développés et on les aime tous et on s'attache à tous les personnages même s'ils restent par exemple que pour 20 pages. Il y a eu un personnage qui m'a fait froid dans le dos, mais littéralement quand j'y repense je me dis qu'il est vraiment très très flippant. Et trouver ça dans un très creepy en fait, je sais pas, une espèce de pervers, trouver ça dans un roman jeunesse, introduire comme ça les relations toxiques, j'ai trouvé ça très intéressant et très bien mené. Il y a aussi une véritable réflexion sur, éthiquement parlant, est-ce que l'homme vaut plus que l'animal ou est-ce qu'ils se valent? Bon, la réponse est apportée dans le livre. C'est vraiment un livre antispéciste, c'est-à-dire que les gens spécistes pensent qu'un humain a plus de valeur qu'un animal, et les gens antispécistes pensent que les humains, les animaux, tous les êtres vivants ont la même valeur. Et c'était un livre très militant de ce point de vue-là. Je ne m'y connaissais pas du tout. Je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végane, donc je mange de la viande et c'est vrai que ça m'a fait quand même réfléchir à mon mode de consommation et ça m'a fait réfléchir au pourquoi du comment je mange de la viande, etc. C'est assez douloureux quand on n'est pas végétarien ou vegan de commencer cette réflexion là, mais c'est vraiment très intéressant. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est la lecture commune que j'ai effectuée avec Marion du blog et de la chaîne Entre les lignes, et c'est A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. Si vous me suivez depuis le mois de mai-juin, vous savez que j'ai lu A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas et que je ne l'ai pas forcément aimé. J'ai trouvé ça très moyen. J'ai aimé les 2 tiers du bouquin et alors le dernier tiers c'était une horreur et je me suis vraiment dit mais c'est n'importe quoi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde aime cette saga. Et j'ai lu plein d'avis me disant que le tome 2 était bien meilleur et que ACOTAR était pas terrible en comparaison. Et je dois dire que je suis assez d'accord parce que c'est un gros coup de cœur. Pas pour les mêmes raisons que Sirius, parce que ce livre reste quand même problématique, mais j'ai tellement fangirlé, un truc de fou. Sarah J. Maas arrive à construire une tension, un mystère, un suspense. Honnêtement, j'étais assez impressionnée de ce qu'elle réussissait à faire. J'ai trouvé que pas mal de scènes étaient très bien écrites. J'ai trouvé que l'univers était beaucoup mieux décrit et beaucoup plus grand. Il commençait à y avoir des mythes autour de certaines créatures, autour de certains
hauts personnages, de certains héros de guerre, etc. que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Les 100 premières pages sont très longues et je me suis dit si ça fait comme... Ça me faisait penser à Cotard, le premier tome, et je me suis dit ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, je n'aime pas, ça me rappelle le premier tome. Et ensuite, on a une transformation complète de Feyre. On a l'arrivée du meilleur personnage de cette saga qui est Rysand, qu'on avait déjà vu dans le tome 1. Donc voilà, je peux vous dire déjà qu'il est dans le tome 2. Je ne vais pas trop en parler parce que avec Marion, on vous prévoit quelque chose autour de ce bouquin pour vraiment en discuter avec des gros spoilers. Et je sais qu'en France il sort en février je crois, et je peux vous dire que si vous avez aimé le tome 1, je pense que vous allez surkiffer le tome 2. Si vous n'avez pas trop aimé le tome 1, je pense que vous allez aimer le tome 2, parce que moi c'était pas gagné et pourtant... Qu'est-ce que j'ai... Mon cœur il a battu mais un truc de fou hein. Alors là j'arrêtais pas de faire... de faire des 50 nuances de Grey, ça ne m'a rien fait. C'est-à-dire que j'ai tenté de lire le bouquin pour me dire ça va me faire quelque chose. Je n'ai pas été émoustillée une seule fois. J'ai trouvé ça assez mal écrit, assez vulgaire, pas du tout érotique pour moi. Mais alors, il y a des scènes très très érotiques dans ce livre. Je peux vous dire que là j'étais... Ouh, ça c'est chaud, ça c'est hot. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez envie de lire certains livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.